Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour notre conférence du jour, notre conférence de la T2E Île-de-France, solutions énergétiques pour mobilité moins carbonée en Île-de-France. On a un certain nombre d'intervenants en tour de table aujourd'hui. On va prendre le temps de les détailler juste après cette petite introduction. Je vais commencer par vous donner quelques mots autour de l'organisateur de cette webconférence qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est la T2E. Donc la T2E, c'est une association indépendante qui rassemble un ensemble de plus de 2200 adhérents, à la fois entreprises, à la fois effectivement individuels en tant que professionnels. Et le but, effectivement, d'échanger autour d'un certain nombre de thèmes liés à l'énergie, à la fois les économies d'énergie, la production d'énergie, l'ensemble des éléments qui vont être liés en termes, justement, par exemple, de mobilité, de stockage, de certificats, etc., etc. Comment c'est organisé? C'est organisé au niveau national autour de clubs. Donc, vous les avez tous cités dans ma diapositive, le biogaz, le power to gas, le club C2E, efficacité énergétique, stockage d'énergie et la pyrogazéification qui permettent effectivement des échanges réguliers par à la fois des animations qui sont faites annuellement en termes de journées de rencontres et à la fois effectivement de mailings, d'informations pour vous tenir au courant de toutes les actualités. C'est également une force de proposition au niveau national sur les thèmes qui sont cités en particulier pour effectivement mettre en avant la dynamique des acteurs de l'énergie auprès notamment des ministères, notamment des assemblées pour effectivement avoir les meilleurs outils qui soient utilisés par tous. On édite également un magazine d'une trentaine de pages, donc Énergie Plus, auquel évidemment vous pouvez vous abonner, qui permet de voir toute l'actualité du secteur. On est sur la T2E au niveau national. Maintenant, un focus sur la T2E Île-de-France, qui est l'organisatrice de la journée aujourd'hui. Donc, en tour de table pour information du côté de la T2E, je tenais à remercier particulièrement à la fois Christophe Denisot, à la fois Pierre Monin de l'organisation de ce webinaire-là, avec l'appui très efficace de Marc Garnier, qui est délégué général de la T2E également connecté, que vous pouvez voir dans votre écran à droite. On est effectivement un réseau très dynamique d'échanges qui organisons des échanges réguliers, différentes formes. Alors, quand on n'est pas en temps de confinement, c'est plutôt des journées de conférences, des moments d'échange en direct qui vous permet de faire du réseau de manière utile, des visites de sites également, différents autres formats comme les webinaires, petits déjeuners, dîners avec des grands témoins qui nous permettent de mettre en perspective nos métiers au quotidien, avec un bureau opérationnel d'une quinzaine de personnes et le lien avec tous les acteurs territoriaux de l'Île-de-France au niveau de l'énergie. Si je devais résumer la télévision en deux mots, c'est à la fois renforcer ses connaissances en tant qu'expert dans son domaine, prendre justement un benchmark utile par rapport à ce qui se fait déjà, les bonnes idées, les pratiques, et puis échanger en réseau avec avoir le maximum d'informations pour conduire tous ces projets. Un exemple d'événements qu'on fait, vous les voyez là qui sont listés sur l'année 2020 en termes de visites, de rencontres autour de webinaires sur le décret de tertiaire par exemple, sur la mobilité de manière assez large, le rafraîchissement urbain aussi qui nous occupe pendant la période estivale, et puis un programme prévisionnel de ce qu'on aura en 2021, notamment une table ronde autour de l'impact du Covid dans le monde de l'énergie en particulier, et un certain nombre d'éléments sur la structuration de la ville de demain, des éléments très opérationnels comme le nouveau crédit d'impôt transition énergétique pour les PME, un certain nombre d'événements qu'on va faire en partenariat, par exemple avec la CCI Île-de-France ou la FTPE dans le cadre de la mobilité hydrogène notamment. Aujourd'hui, on sera très concentré sur la mobilité électrique et mobilité gaz GNV. On n'oublie pas la mobilité hydrogène, effectivement, qui a été très mis en avant ces derniers temps avec le grand plan hydrogène. On aura l'occasion d'en revenir dans un événement dédié. Notre webinaire du jour sur la thématique de la mobilité, effectivement, approche un ensemble de sujets, en l'occurrence, puisque c'est à la fois une approche globale dans laquelle il faut s'insérer. Comme on l'a dans le monde des énergies, on commence d'abord par les éco-gestes, l'efficacité énergétique, puis le développement des énergies renouvelables. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est s'interroger sur ces mobilités, et ça, on verra l'analyse que fait Michel Joria de l'ADEME, qui est assez intéressante sur quelle est la mobilité francilienne en termes de quantification et qualification, travailler sur la mobilité douce, puis la mobilité durable, qui est le sujet de notre webinaire du jour, avec des transports du quotidien, individuels, collectifs, moins coûteux et plus propres, notamment avec un poids carbone qui soit minimisé. Donc c'est bon, on est bien les trois thématiques, véhicules électriques, GNV, bio-GNV
et hydrogène. On parlera de l'hydrogène à une prochaine rencontre encore une fois. Et tout ça, on le situe dans une perspective assez forte qu'on a, qui nous est donnée par la loi d'orientation des mobilités, qui est parue le 24 décembre de l'année dernière. Un beau cadeau de Noël qui nous met une perspective nette, notamment dans la dynamique de la fin des véhicules thermiques à horizon 2040. D'où la nécessité de tous se mettre en action sur ce sujet-là, qu'on soit collectivité, qu'on soit réseau facilitateur, entreprises, bureaux d'études, grand accompagnateur, comme on le verra en tour de table aujourd'hui. Il y a un certain nombre de questions, vous allez voir, qui sont assez transverses à notre webinaire aujourd'hui, qu'on trouvera un petit peu au travers des interventions, même si chacun va nous présenter des solutions très opérationnelles qui y développent. La question de la mobilité dans le domaine urbain, dans le domaine rural, comment est-ce que ça peut se concevoir? En Île-de-France, on a la région qui est avec différentes couches. Le Grand Paris assez central, très urbain, le plus grand département de grande couronne, qui sont effectivement en l'occurrence plus ruraux. Donc comment est-ce qu'on arrive à développer une mobilité équilibrée à ces niveaux-là? La question des vecteurs, des usages, quelle mobilité pour quel usage? On va commencer à travailler un peu le sujet. Vous verrez qu'il n'y a pas de réponse absolue et que c'est avant tout aussi la dynamique locale qui va créer l'envie d'aller vers telle ou telle mobilité en complément des autres mobilités. C'est vraiment le mot complément qui est assez important sur ce sujet-là. La question du numérique, qui est centrale aussi dans la mobilité durable intelligente, et puis toujours un peu ce problème que j'ai illustré par l'image que vous avez ci-après de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'on commence par les infrastructures? Est-ce qu'on commence par les véhicules? Si on commence par les infrastructures, qu'il n'y a pas assez de véhicules, c'est pas forcément rentable, et inversement dans l'autre sens. Donc comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà de ce problème de la poule et l'œuf pour effectivement vraiment travailler au développement de la mobilité durable sur le territoire, tout vecteur énergétique? Autour de moi aujourd'hui, je les invite à mettre leur caméra pour que vous puissiez les identifier. On a le tour de table assez diversifié. On aura tout d'abord Michel Juria de l'ADEME qui va quantifier, nous qualifier les mobilités en Île-de-France, à quoi ça ressemble aujourd'hui, quels sont les éléments de structuration sur lesquels on peut s'appuyer. Ahmed Guenaoui d'Engie, on continuera avec Vesta Mermet côté EDF, Anne-Lise Richard côté du groupe PSA et enfin Christophe Denisot côté Enedis. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors comment va se dérouler ce webinaire-là? Chaque intervenant aura une dizaine de minutes d'intervention. Vous pourrez poser vos questions du côté du chat en tant que participant. Je les relayerai pardon, à la fin de chaque intervention pour pouvoir justement les reposer au niveau des intervenants. Je vais maintenant laisser la parole à Michel Georia, qui est donc de l'ADEME Île-de-France, directeur régional de l'ADEME Île-de-France, l'ADEME qui regroupe un certain nombre de thématiques et vous l'avez en tête. Mais on va travailler plus particulièrement avec Michel aujourd'hui sur quantifier et qualifier la mobilité des franciliens aujourd'hui. Michel, je te laisse la parole et la main sur le partage d'écran. Merci beaucoup, Guillaume. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter quelques éléments sur les analyses qui sont faites, notamment à travers l'enquête déplacement sur l'évolution de la mobilité en Île-de-France. Alors, ce point de départ nous semble vraiment très important. Je ne sais pas si vous voyez mon diaporama, j'ai un doute. Oui. Pas encore, hein, pas encore. Encore. Alors, hop. Tac. Ça devrait fonctionner comme ça, là. Voilà. Et donc normalement, c'est bon. Donc, l'idée, c'est Parfait, merci. voilà, merci beaucoup. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu quelles sont les grandes tendances de la mobilité en Île-de-France, avec un point de départ qui nous semble vraiment très, très intéressant, puisque à l'ADEME et bien au-delà, hein, je crois qu'il y a aujourd'hui une convergence de l'ensemble des acteurs qui travaillent autour des carburants alternatifs et de la mobilité pour dire que le point de départ est la compréhension de l'usage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer d'avoir plus de GNV, plus d'électricité, plus d'hydrogène en se disant bah, tiens, c'est l'un qui va gagner par rapport à l'autre, mais plutôt se dire quel est le meilleur vecteur énergétique ou la meilleure source d'énergie pour répondre aux différents besoins de mobilité adaptés à un territoire. Et ça me semble être le fil conducteur d'une approche réussie en matière de décarbonation, notamment des
des mobilités en France et en Île-de-France notamment. Donc, je vais vous présenter quelques éléments issus de l'enquête générale transport, qui est une enquête qui associe l'État et Île-de-France Mobilité, qui est faite à peu près tous les 8 à 10 ans. Hein. Donc, la dernière date de 2018-2019 et puis la précédente datait de 2010. Donc, elle permet d'avoir une évolution aussi des tendances de ce qui se passe, de ce qui se bouge, ce qui bouge et ce qui bouge pas en matière de mobilité en Île-de-France. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que on va se rendre compte que, comme pour le système énergétique d'ailleurs, hein, il y a une forme d'inertie assez lourde à la fois dans les comportements et dans les pratiques de mobilité. Vous verrez qu'il y a des déterminants qui sont assez stables hein, d'une période à l'autre, et certains indicateurs aussi, puis d'autres peuvent bouger, mais même s'ils bougent assez significativement, on va se rendre compte que l'évolution des parts modales, comme la part des énergies renouvelables d'ailleurs hein, dans le système énergétique, est quelque chose qui prend du temps et qui demande un effort soutenu en matière d'accompagnement, d'évolution des pratiques et des politiques publiques. Donc cette enquête Générale Transport, en Ile-de-France, elle interroge 3000 foyers, ce qui fait à peu près 7000 personnes, ce qui permet du coup d'avoir une tendance assez significative, hein, puis un échantillon assez significatif des pratiques de mobilité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque jour en Ile-de-France, il y a à peu près 43 millions de déplacements. Un francilien en moyenne fait 3,8 déplacements hein, par jour, avec une durée qui est autour de 1h30 et des parcours qui font à peu près 18 km. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un déplacement? Pour bien comprendre, un déplacement au sens de l'enquête générale transport, c'est une mobilité avec un motif. Donc, je vais vous donner un exemple. Je pars de chez moi le matin, je vais au travail, c'est un déplacement. Je pars de chez moi le matin, je dépose mes enfants à l'école, je pars de l'école et je vais au travail, c'est 2 déplacements. Et le midi, je vais déjeuner avec un partenaire, c'est un 3e déplacement, je rentre au bureau, c'est un 4e déplacement, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour bien comprendre les chiffres qui sont derrière et la notion de déplacement dans l'enquête. Alors, ce qu'on constate, c'est 2 choses. Premièrement, ce qu'on appelle le budget temps, c'est-à-dire le temps qu'un francilien, et d'ailleurs qu'un Français, consacre au déplacement, tourne à peu près autour de 1h30 par jour. Et c'est quelque chose qui est assez stable dans le temps. On n'observe pas de croissance ou de décroissance significative de cet indicateur budget temps au cours des 15-20 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et alors, ça veut dire aussi que dans les choix qui sont faits par les Franciliens et par les Français en matière à la fois de localisation d'emploi, de localisation de résidence, de pratique de loisirs, et donc de choix de mode de déplacement et de déplacement, cet indicateur de budget temps est quelque chose qui est essentiel, donc 1h30. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est qu'en termes de nature de parcours et de nombre de déplacements, on constate que dans Paris, le nombre de déplacements est plus important qu'en petite couronne et en grande couronne. Donc en moyenne, un Parisien fait 4,3 à 4,4 déplacements par jour, alors qu'un Francilien en fait 3,8. Mais que par contre, les parcours sont plus petits, puisque un Francilien fait en moyenne 18 km par jour, alors qu'un Parisien fait en moyenne 12 km par jour. Donc, on commence à voir déjà à l'intérieur de l'Île-de-France, je dirais, des différences hein, de pratiques de mobilité entre grande couronne, petite couronne et Paris. Ces grands indicateurs fixés, il est toujours intéressant de regarder pourquoi on se déplace en Île-de-France et quelles sont les évolutions. Donc, on a 2 évolutions qui sont assez majeures. La première, c'est on observe une très forte croissance du nombre de déplacements associés aux loisirs. Donc, on avait en 2010 6,5 millions de déplacements par jour associés aux loisirs. On en a 7,3 aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les déplacements domicile-loisirs. Ça, c'est quelque chose qui est assez important et qui reflète aussi une tendance d'évolution de la société où, entre guillemets, l'économie du loisir, le sport, la culture, prend de plus en plus de place, notamment dans les modes de vie
francilien et ce qu'on observe aussi dans l'ensemble des métropoles françaises d'ailleurs. On a une deuxième tendance qui est assez forte, qui est que les déplacements associés au travail continuent à être un marqueur important et à représenter une part significative des déplacements quotidiens, puisqu'ils sont supérieurs à 40%. Alors, quand on dit l'évolution des déplacements associés au travail, il y a évidemment le déplacement domicile-travail, qui est j'allais presque dire une valeur sûre, enfin qui était une valeur sûre jusqu'à l'épisode Covid que l'on connaît aujourd'hui, dont on parlera un petit peu à la fin. Mais on a aussi quelque chose qui se développe et on le comprend, je pense tous, en regardant nos pratiques individuelles, l'ensemble des déplacements associés en dehors du domicile-travail, associés au travail. Donc les déplacements de site à site, de rendez-vous avec des partenaires, ou les déplacements du déjeuner et du midi, qui sont aussi des déplacements en forte croissance dans Paris et à l'intérieur de la petite couronne. Dernière tendance qui me semble assez significative à évoquer avec vous, c'est la diminution des déplacements domicile-achat. Et là, on voit apparaître, c'est un sujet qui va arriver avec le numérique, hein, mais on voit apparaître donc une traduction dans les formes de déplacement d'une évolution des pratiques d'achat avec une réduction des achats de domicile, achats notamment pour les achats matériels hein, qui passent désormais par Internet. Par contre, une évolution des trajets travail-achat avec une évolution des déplacements avec une évolution des déplacements associés aux achats de proximité. Alors, du côté de la répartition en termes de kilomètres et de temps de déplacement, alors une statistique qui ressort assez significativement à chaque fois, mais qu'il faut bien mettre en lumière au regard de ce qu'on appelle déplacement, hein, c'est qu'en moyenne, 2/3 des déplacements font moins de 3 km. C'est quelque chose qui ressort significativement et qui pousse beaucoup d'acteurs à dire, bah, écoutez, 3 km, ça peut se faire à pied, ça peut se faire en transport en commun, ça peut se faire en vélo, etc. Mais attention, on parle de déplacement avec un motif. Si on reprend l'exemple du début, ça veut dire que je peux effectivement partir de chez moi et amener mes enfants en vélo à l'école, et si ensuite je fais l'école mon lieu de travail, qui est un deuxième déplacement, là je vais sur une distance supérieure à 3 km, et peut-être que les modes que je viens de citer ne sont pas adaptés à cette deuxième partie de ma journée, qui est un autre déplacement qui n'est pas compté dans les moins de 3 km. Donc il faut faire assez attention à ça pour pas se tromper dans les solutions qui sont proposées, à la fois sur les services de mobilité et puis sur les différentes solutions de carburant, notamment pour les véhicules. Un point qui est assez important, c'est que les déplacements les plus longs, et ça c'est quelque chose qui peut être aussi un repère, hein, se font en transport collectif en Île-de-France, qui sont à peu près de 9 km à vol d'oiseau. C'est toujours un peu compliqué de qualifier un déplacement en termes de vol d'oiseau, mais ça vous donne un indicateur, avec une moyenne de temps autour de 46 minutes. Alors, en termes de mode, transport collectif, voiture, mode. Sur les 43 millions de déplacements faits chaque jour en Île-de-France, 14,8 millions de déplacements se font avec une voiture particulière. Qu'est-ce qu'on observe dans l'usage de la voiture particulière en Île-de-France? On observe trois choses. Premièrement, c'est un usage qui a tendance à se stabiliser. Ce n'est pas un usage qui croît, c'est un usage qui a tendance à se stabiliser sur la période 2010-2018, sauf à certains moments de la journée, notamment en soirée, où là, on a une poursuite de la croissance de l'usage de la voiture pour rentrer d'un dîner ou de loisirs, etc. Deuxième tendance de fond, la majorité des déplacements qui ont recours à la voiture se font dans la grande couronne. Donc avec la moitié, voire un peu plus de la moitié, 8,5 millions de déplacements quotidiens en grande couronne se font en voiture sur les 14,8 millions de déplacements quotidiens. Et dernière tendance qui est assez importante, c'est que
les déplacements Paris-banlieue ou Paris-Grande Couronne et Paris-Petite Couronne sont minoritaires dans l'ensemble des déplacements qui se font en voiture. Donnée qui est assez importante à avoir en tête puisqu'elle n'était pas forcément intuitive. Du côté des transports collectifs, ce qu'on observe entre 2010 et 2018, puis même entre 2001 et 2018, si vous voyez la courbe qui est affichée à l'écran, on observe une croissance importante de l'usage des transports collectifs, puisqu'on a une croissance d'à peu près 14% du nombre des déplacements effectués par transport collectif entre 2010 et 2018. À l'intérieur de cette croissance des transports collectifs, il y a deux tendances qui sont assez intéressantes. La première tendance, c'est la forte croissance de l'usage du tramway, alors qui est évidemment liée à une politique d'investissement et donc d'équipement d'Île-de-France en tramway, mais qui vient se combiner à une autre tendance qui est assez intéressante, qui est la croissance des déplacements également en bus. Alors, ce qui n'était pas forcément intuitif, puisqu'une partie des tramways ont remplacé des bus à forte fréquentation, et que malgré ce remplacement des tramways par des bus à forte fréquentation par le tramway, on a quand même une forte croissance du nombre de déplacements en bus. Tendance aussi assez importante du côté des RER, puisqu'on a une croissance assez importante aussi du nombre d'usagers en RER et une quasi-stabilisation du nombre de déplacements faits en métro. Du côté des déplacements au vélo, alors, les informations qui sont là datent d'avant la crise Covid, la crise sanitaire. On reparlera, on conclura sur les tendances que l'on observe depuis la crise sanitaire. On observe une assez forte croissance des déplacements en vélo depuis 2010, puisqu'on est à un quasi doublement. Par contre, cette forte croissance est à mettre au regard de la part relative du vélo dans les déplacements qui reste très limitée, puisqu'on est sur une part relative du vélo qui dans les déplacements qui, en Île-de-France, ne franchissait pas, même en France, ne franchissait pas 4 à 5%. Avant, je dis bien avant la crise Covid. Alors, peut-être pour conclure, puisque je vois le temps passer, quelques éléments de ce qu'on commence à observer et à apprendre et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement en matière de déplacement suite au confinement du 17 mars, au premier confinement et puis au second confinement actuellement. On observe plusieurs choses. La première chose, c'est en matière de transport collectif, encore aujourd'hui, et même, j'allais presque dire, entre les deux confinements, on n'est pas revenu à un usage, une fréquentation, au même niveau de fréquentation du transport collectif en Île-de-France. On est à peu près à une jauge qui tourne à peu près à 75% de l'usage du taux de fréquentation précédent. Alors, c'est quelque chose qu'on observe partout en France avec, je dirais, des taux de fréquentation qui varient entre 60 et 75% par rapport à ce qu'il était précédemment, avant le confinement. Ça, c'est une donnée importante parce que c'est une donnée qui va avoir un impact, qui a déjà d'ailleurs, et qui va encore avoir un impact très lourd sur le modèle économique, si on peut le dire comme ça, des transports collectifs en France et en Île-de-France, avec probablement une réinterrogation profonde sur le développement de certaines lignes, puisque de temps en temps, on a poussé les transports collectifs dans des endroits où il y avait peu de fréquentation et peu de rentabilité, et face à des taux de fréquentation qui ne remonteraient pas, il faudra probablement questionner en profondeur ce point-là. La situation des transports collectifs est aussi à mettre en parallèle d'une autre donnée qui est importante, c'est que 24% des usagers des transports collectifs sont prêts à changer durablement de comportement de mobilité à la fin de la crise sanitaire. Ce point-là est extrêmement important puisque ce pourcentage est le plus élevé, c'est sur les transports collectifs que le pourcentage est le plus élevé. Il est de 8% par exemple pour les usagers de la voiture
il est de 24% pour les usagers des transports collectifs. Donc ce point-là est extrêmement important. Du côté du trafic routier, on a retrouvé un niveau quasi habituel sur le trafic routier suite au premier confinement, avec néanmoins des choses beaucoup plus floues en matière de période de pointe. Et là, on voit à la fois l'effet de deux événements. Le premier, c'est la diffusion et l'usage massif du télétravail, et combiné à une évolution aussi ce qu'on peut appeler dans certaines organisations des plages horaires, où les organisations ont toléré des plages horaires beaucoup plus décalées que précédemment sur les déplacements, notamment domicile-travail. Deuxième tendance assez importante, forte croissance de l'usage du vélo, hein, avec des croissances très très fortes à Paris, plus de 70%, plus de 30% en petite couronne et en grande couronne, avec notamment les investissements qui ont été faits à travers les pistes cyclables temporaires, hein, ou les coronapistes, qui en termes d'équipement ont permis à peu près, hein, d'accélérer la politique publique de 5 à 8 ans quasiment, et qui du coup ont tendance à encourager l'usage du vélo, avec des parts modales du vélo qui aujourd'hui sont à 6-7%, et avec cette tendance-là qui devrait arriver d'ici 2024, d'ici 2025, d'ici 10% des déplacements. Il faut avoir en tête que dans les meilleures pratiques européennes, hein, voire mondiales, de part modale du vélo dans les villes, on va dire, on tourne autour de 25-30%. On ne sait pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc ça veut dire qu'y compris dans des politiques visant à développer massivement les modes doux, il y a une place très importante qui reste pour les autres modes de transport. Dernière donnée qui me semble importante à partager, tout ce qui tourne autour du télétravail. C'est une donnée essentielle à prendre en compte. Alors, j'allais presque dire que là, on est un peu dans le moment de vérité, hein, puisque pour les personnes qui sont penchées sur les questions de mobilité depuis 10 ou 15 ans, on va dire, voire même plus, cette affaire de télétravail était quelque chose qui revenait régulièrement sur la table dans différents scénarios prospectifs, sans qu'on sache véritablement bien quelles pouvaient en être la portée, les conséquences que ça pouvait générer en matière de transport, de mobilité. Bon, il y avait une espèce de, entre guillemets, on peut le dire un peu comme ça, une espèce de mythe ou de réflexion intellectuelle de ce que ça pouvait être, sans qu'on puisse véritablement en mesurer l'impact réel. Bon, là, on est dans une situation assez unique qui nous permet de mesurer certaines choses. Donc la première chose que ça permet de mesurer, c'est que 63% des entreprises qui pratiquent le télétravail pensent continuer à le faire durablement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, puisqu'elle va réinterroger à la fois les localisations des emplois et des domiciles, du coup, et évidemment, sur le long terme, les questions de déplacement, domicile-travail et travail autre déplacement. Deuxième élément qui est assez important, c'est que cette tendance au télétravail concerne une part importante des franciliens, hein, puisque aujourd'hui, 39% des actifs franciliens peuvent avoir recours au télétravail, alors que avant le confinement, on était à un pourcentage 2 fois inférieur, enfin oui, de moitié, puisqu'on était autour de 20%. Donc c'est quelque chose qui commence à se voir, hein, j'allais presque dire, à la fois et dans les statistiques et dans les pratiques de mobilité dans cette période de transition, et qui, je pense, au moins d'un point de vue sociologique, aura tendance à se pérenniser, devra donc être prise en compte, notamment dans les solutions de mobilité qui seront proposées aux franciliens. Dernier point, mais on l'a rapidement évoqué, c'est la question des changements de comportement. Alors, ce point est vraiment très très important, et je vais presque dire, c'est quelqu'un qui travaille à l'ADEME qui vous le dit, puisque
le changement de comportement est souvent invoqué un peu comme une espèce de, je dirais, de message qui est répété régulièrement en disant bah, tiens, éteignez les lumières, prenez des douches et pas des bains, prenez les modes actifs, les modes doux, les modes actifs plutôt que la voiture, etc. Mais quand on dit ça, on sous-estime assez fortement l'ensemble des freins sociologiques qui font qu'en fait, si un ménage ou un individu ne change pas de comportement, c'est souvent qu'il y a des raisons et en partie des coûts cachés à ce changement de comportement qui sont souvent mal estimés. Et là, quand même, ce qu'on observe, c'est que avec la crise sanitaire, et ça c'est un point qui est extrêmement important, un Francilien sur 6 envisage de changer de comportement de mobilité une fois l'épidémie passée. C'est la première fois qu'on observe quelque chose d'aussi fort. Ça veut dire qu'en termes de marché, des différents modes de transport et du coup des différents carburants associés, il y a quelque chose à saisir, à bien comprendre pour se saisir de cette partie du coup des franciliens qui envisagent avec, et je le disais tout à l'heure, un point qui est important, c'est la part la plus importante de franciliens qui veulent changer de comportement de mobilité se trouve chez les usagers des transports en commun. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vois Guillaume qui est réapparu. J'espère que voilà, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, mais ça vous donne un panorama assez précis, je pense, de ce qu'est la mobilité et ses tendances en Île-de-France, avec peut-être un point, deux choses qui étaient importantes, ne sont pas prises en compte dans cette enquête. Tout ce qui est associé à la logistique et aux livraisons ont été sortis, et ça c'est aussi un point important, ont été sortis les biais de mesures liés notamment aux périodes de grève et aux mouvements sociaux pour éviter d'avoir des choses assez atypiques et non représentatives. Merci à tous. Merci Michel pour ton intervention. Je pense que c'est intéressant et d'un point de vue professionnel et même d'un point de vue personnel, c'est toujours intéressant de savoir si on est ou pas dans la moyenne en termes de durée de transport en particulier. Peut-être juste une question avant de passer la main à Ahmed Genaoui côté NJ. On a l'impression dans l'étude que tu présentes qu'il y a une tendance de fond, notamment, alors j'ai relevé moi l'augmentation de la marge des transports en commun, la diminution du Oui, véhicule individuel et qu'à côté il y a oui. une tendance plutôt émergente covidienne si je puis dire, qui est l'augmentation du vélo. Comment est-ce que on explique le fait que le vélo n'était pas une tendance de fond, mais vraiment apparu lors de l'épisode Covid? Est-ce que c'est le côté essor des pistes Covid qui a vraiment poussé? Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ce niveau-là? Et est-ce que l'essor du vélo est une tendance ponctuelle covidienne ou est-ce que on est vraiment passé à une nouvelle mobilité qui va s'inscrire durablement dans le paysage, notamment francilien? Alors, euh, historiquement, on va dire, quand on regarde l'évolution des politiques publiques en matière de mobilité, en France, contrairement à d'autres pays européens, le vélo n'a jamais été une priorité soutenue au cours des 20 dernières années. Et ça s'est donc traduit par un retard assez significatif, notamment en matière d'infrastructure. Pistes cyclables, garages, qui sont des éléments assez importants de l'écosystème mobilité vélo en termes de sécurité, infrastructure bien construite, facilitant les déplacements, et en termes d'usage, si vous ne savez pas où garer votre vélo, ben en fait, vous l'utilisez moins. Combiner un autre phénomène lié à la place de certains acteurs de la grande distribution sur le marché du vélo en France, qui font que le panier moyen d'achat du vélo d'un Français est à peu près 3 fois inférieur à ce qu'on peut retrouver dans certains pays européens, et donc des vélos plutôt de plus mauvaise qualité qui ne sont pas complètement adaptés à un objet de mobilité du quotidien. Depuis 4-5 ans, notamment sous l'impulsion des collectivités territoriales, alors en Ile-de-France, la ville de Paris, puis d'autres villes, il y a eu un investissement assez important qui a été fait, notamment dans les infrastructures, donc les pistes cyclables qui ont été construites et qui ont été à partir de 2018 relayées par une politique de l'État, notamment sur la gestion des coupures. Donc, typiquement, une coupure, c'est je dois passer un rond-point, je dois passer une voie ferrée et j'ai un équipement vélo qui me permet de le faire dédié au vélo et en toute sécurité. Donc la combinaison de tout ça fait qu'avant la crise du Covid, on observait une croissance de la part modale du vélo on passait de 3% à peu près 5%. La crise du Covid a accéléré significativement les choses. Et alors d'abord, les mouvements sociaux de 2019 et
la crise du Covid, ont accéléré significativement les choses. Et nous, on pense, enfin, ce qu'on observe aujourd'hui, notamment lorsqu'on regarde l'évolution du panier moyen et du type d'achat qui sont faits par les ménages franciliens dans les magasins de vélo, hein, on voit une montée en gamme assez significative qui nous laisse penser qu'en fait, le vélo devient, on passe d'un choix vélo, équipement de loisirs pour aller me promener au bord de la Marne de temps en temps, pour donner une caricature, à c'est un objet de mobilité quotidienne qui est donc de qualité et j'ai besoin tous les matins quand je monte dessus qui fonctionne et donc j'investis puisqu'on a des paniers qui sont en train de monter à 1500, 1800 euros alors qu'avant on était à moins de 1000 euros. Donc on a plutôt tendance à penser que c'est une tendance qui va se poursuivre avec un point de vigilance néanmoins qui est vraiment très important et pour qu'on soit sûr qu'elle se poursuive, il faut que les pistes cyclables temporaires dont les résultats montrent qu'elles répondent aux besoins doivent être pérennisées. Si, à la fin de la crise, que j'espère rapide, comme tout le monde, ces pistes cyclables qui répondent aux besoins, toutes ne le font pas, mais celles dont on a montré qu'elles répondent aux besoins sont démontées, on va le dire comme ça, là, il y aura un recul ou une croissance moins forte puisque la pratique ne sera pas sécurisée. Alors, tu parlais effectivement de l'augmentation du panier moyen qui est lié aussi au fait qu'on a des changements d'équipement, c'est-à-dire un taux d'équipement plus fort, par exemple en vélo électrique. Signalons qu'il y a aussi des vélos hydrogènes qui existent, quand on parle des multivecteurs, effectivement, ça existe aussi. Merci beaucoup, Michel, en tout cas, pour ces précisions qui encadrent vraiment notre sujet du jour. On va passer la parole à Ahmed Genaoui, côté Engie. Ahmed, effectivement, vous travaillez pour le groupe Engie. Alors, le groupe Engie, on le voit en vendeur de gaz, mais c'est pas que ça. Et vous assumez une politique volontariste, multimobilité, électrique, gaz, GNV, bio-GNV et effectivement hydrogène. Alors vous allez nous parler de gaz, hein, notamment, c'est quoi une station GNL, où est-ce qu'on en est actuellement au niveau du développement en France, mais vous allez aussi élargir le débat avec une approche quelle mobilité pour quel usage entre le centre-ville, le dernier kilomètre, la grande distance, etc. Je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Merci Guillaume, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait, on voit votre PowerPoint en plein écran, c'est impeccable. Ok, super. Donc merci Guillaume, comme vous le dites, donc je dirige le pôle solutions mobilité durable d'Engie Solutions. Engie Solutions, c'est l'entité des services énergétiques du groupe Engie. Et effectivement, comme vous le dites, on a comme raison d'être dans ce pôle de réduire l'empreinte carbone de la mobilité. Et ça en deux axes, que ce soit par la partie amont sur les infrastructures de fourniture de carburant alternatif et sur la partie aval qui concerne les usages et qui concerne en fait plus les services de mobilité. Donc, en effet, notre approche au niveau des services énergétiques, c'est vraiment d'apporter en fait le carburant le plus pertinent, et on aura l'occasion de le voir, d'apporter le carburant le plus pertinent en fonction des usages, parce que finalement, encore une fois, notre feuille de route, c'est réduire l'empreinte carbone de la mobilité. Et donc, si on regarde en fait le contexte et les enjeux de la mobilité propre, sans surprise, et je pense que tous les participants aujourd'hui à la discussion organisée par AT2E en sont conscients. Les enjeux de la mobilité propre résident essentiellement par le fait que on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importantes. En France, pour information, le secteur de la mobilité, alors en fait c'est le secteur des transports, mais pour simplifier, disons le secteur de la mobilité représente 30% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, puisqu'on bénéficie en France d'une production d'électricité bas carbone. Et on a également ce qu'on a tendance à oublier, qui est extrêmement important, des polluants atmosphériques associés à la mobilité qui sont importants et létaux, puisque comme vous pouvez le voir, la pollution atmosphérique liée à la mobilité est responsable de 48 000 morts prématurées par an en France. Et donc on a une tendance de fond soutenue par les pouvoirs publics, mais aussi demandée par la société civile, pour réduire en fait cette pollution, que ce soit du fait d'engagement des pouvoirs publics à un niveau international, vous connaissez les ambitions de l'accord de Paris, ou des dispositions légales nationales, soit qui concernent le secteur de l'énergie dans son ensemble, ou le secteur de la mobilité. Vous avez parlé de la loi LOM en introduction.
sur cette loi LOM en particulier. On a des dispositifs très importants qui vont accompagner en fait la réduction de l'empreinte carbone de cette mobilité, que ce soit par la mise en place de zones à faible émission, par l'obligation en fait de verdir les flottes progressivement, et aussi par des mesures très coercitives comme des interdictions de circulation de véhicules thermiques qui seront échelonnées dans le temps, que ce soit au niveau local ou au niveau national, avec vraiment ce marqueur, en fait, ce jalon très important qui arrivera en 2040, qui est l'interdiction en fait de la commercialisation de véhicules thermiques. Et alors, comme vous le dites, notre approche de la mobilité durable, c'est une approche plurielle, et c'est une approche plurielle qui est finalement le reflet de tout ce que l'on peut lire, j'allais dire, d'autorisé en matière de réduction de l'empreinte carbone de la mobilité. Et chez Engie Solutions, nous avons fait le choix de nous référer sans aucun intermédiaire aux travaux du GIEC. Et donc, nous avons pris les travaux du GIEC et en particulier ce qu'on appelle le rapport de remédiation pour le secteur des transports. Donc, en fait, c'est un rapport qui explique quels sont les outils et les solutions qui peuvent être utilisés pour tenir une trajectoire de degrés pour le secteur des transports. Et quand vous étudiez ce rapport, on étudie très très religieusement le rapport des experts du GIEC, on nous dit grosso modo que en termes de substitution de carburant à horizon 2050 pour tenir une trajectoire de degrés, on doit avoir cette approche de carburant alternatif qui réside à la fois sur des gaz verts, ces gaz verts étant constitués par le bio-GNV à horizon 2050 et l'hydrogène produit à partir de sources renouvelables. On aura bien évidemment aussi l'électricité comme vecteur énergétique pour la mobilité, et c'est vraiment pas mineur et il faut l'avoir en tête, et je pense que dans le contexte de la T2E, c'est un élément important à rappeler. On a une part non négligeable qui va consister en des approches de void et de shift, c'est-à-dire j'allais dire, d'efficacité, de sobriété dans les usages. Toutes les techniques qui vont relever de l'autopartage, de la mobility as a service, de la mobilité douce, de la mobilité multimodale, qui va permettre justement de renforcer cet effort. Et comme je disais, un effort qui est pas mineur puisqu'il représentera 20% de l'effort global. Et donc, si on en revient à l'approche par carburant alternatif, vous voyez que en substance, pour faire simple, en allant de la mobilité la plus lourde à la moins lourde, on va être dans des mobilités gaz et progressivement aller dans des mobilités électriques. Transport de personnes, transport de marchandises, tout ce qui est lourd. Aujourd'hui, la solution immédiate pour réduire l'empreinte carbone, c'est le gaz naturel véhicule et à plus forte raison le gaz naturel véhicule dans sa version bio. Pour la mobilité foisonnante de centre-ville légère qui fait à peu près 80-100 km par jour maximum, on sera très confortablement dans la mobilité électrique, et on va avoir l'hydrogène qui a une maturité commerciale moins importante aujourd'hui, et je parle bien de maturité commerciale et pas de maturité technologique, maturité commerciale moins importante que le GNV et l'électricité, qui va progressivement prendre sa place entre les deux vecteurs, que ce soit en apportant de l'extension d'autonomie à la mobilité électrique ou en prenant petit à petit en fait la place du GNV à mesure que les performances écologiques du GNV par rapport à l'hydrogène se trouveront réduites. Et donc, pour faire un petit topo par vecteur et m'attarder plus particulièrement sur le gaz naturel véhicule, donc on a, nous, une approche sur le gaz naturel véhicule qui est vraiment mobilité lourde, donc bus, bennes ordures ménagères, poids lourds. Les vertus du gaz naturel véhicule sont qu'il est moins émetteur en CO2 dans ces deux versions par rapport au diesel. Il n'a quasiment pas d'émissions de particules fines, donc vraiment sur l'enjeu de santé publique, on a une solution très pertinente. On a également une solution qui est plus confortable en termes de bruit, et donc une réduction, ce qui est aussi un enjeu crucial dans les grandes métropoles, une réduction de la pollution sonore qui est très importante. C'est aussi une solution aujourd'hui compétitive par rapport au diesel en termes de TCO, donc le Total Cost of Ownership. Comme vous le disiez, on a deux versions de ce carburant, une version liquide et une version gaz.
Grosso modo, hein, c'est très schématique. Les poids lourds transporteurs routiers vont avoir plus d'intérêt pour la version liquide qui permet de stocker plus d'énergie par recharge. Là où pour les bus et les bennes à ordures ménagères, on aura plus recours à des solutions gazeuses. Sur la mobilité électrique, la tendance est très forte, elle est connue et assez largement communiquée, hein. On a des perspectives de vente qui sont d'ores et déjà confirmées, qui vont être très importantes. On a une problématique de maillage territorial qui reste aussi critique. Les intentions du gouvernement de ce point de vue-là sont très claires, hein, en termes de maillage. Aujourd'hui, la proportion des usages en voirie est moins important que celle des usages privés. Il n'en reste pas moins que les besoins en voirie sont absolument indispensables, en particulier sur les réseaux routiers nationaux, pour donner une place entière à une mobilité électrique qui soit confortable. Et enfin, l'hydrogène. Donc, je disais pour l'hydrogène qu'on était dans une maturité commerciale moins importante, même si on sent aujourd'hui qu'il y a vraiment un appétit très fort, une mobilisation des industriels qui est extrêmement ambitieuse et un soutien des pouvoirs publics qui est confirmé, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, avec des caractéristiques de l'hydrogène qui sont extrêmement intéressantes du point de vue à la fois des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, puisque là on a les mêmes émissions, les mêmes performances que la mobilité électrique, avec pour autant, par rapport à la mobilité électrique, 2 points forts: une autonomie qui est doublée et un temps de recharge qui est plus faible que celui de la mobilité électrique et qui correspond plus en fait à des temps de recharge de la mobilité thermique. Et je souhaitais terminer par rappeler quelques ordres de grandeur pour donner finalement une idée des enjeux de la mobilité propre aujourd'hui. On a, alors je le dis vraiment très très schématiquement, c'est vraiment pour garder les ordres de grandeur en tête. Aujourd'hui, 40 millions de véhicules qui roulent en France et qui consomment à peu près l'équivalent de 470 TWh d'énergie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aura besoin d'apporter en service de mobilité de l'efficacité et de la sobriété à hauteur de 20%. Donc, disons qu'on aura besoin à horizon 2050 de 370-380 TWh d'énergie pour la mobilité en France. Et vous voyez au-dessus ce que représente aujourd'hui la mobilité alternative en France, que ce soit pour le GNV, l'électricité et l'hydrogène, ce qui donne finalement une idée très claire des efforts qui restent à faire pour justement assurer une mobilité en France qui puisse être conforme à la fameuse trajectoire de degrés. Et donc, pour en revenir finalement à des visions un peu plus concrètes sur ce que nous faisons aujourd'hui au niveau du pôle mobilité pour justement, conformément à notre raison d'être de la réduction de l'empreinte carbone de la mobilité, apporter des solutions à nos clients, qui soient des clients privés ou des clients publics, collectivités ou personnes publiques liées au droit public. On a pour le GNV donc une surface nationale pour nos activités, avec sans grande surprise une grande densité en région Île-de-France, avec des stations vraiment très importantes en petite et grande couronne notamment, hein, petite et grande couronne de façon assez cohérente avec l'idée qu'on est plutôt dans la mobilité lourde. On peut citer quelques clients comme la RATP, comme la mairie de Paris, mais aussi des transporteurs comme XPO Logistique, ou aussi finalement des grands acteurs du secteur alimentaire qui gèrent également leur chaîne logistique comme Carrefour. Pour la mobilité électrique, on est encore en région Île-de-France plutôt sur des clients privés, même si nous sommes évidemment très très intéressés pour apporter des solutions en voirie, mais on a des solutions en voirie qui ont été développées dans toute la France, que ce soit à Strasbourg, que ce soit donc dans l'Est, dans l'Ouest, on a en Seine-et-Marne, donc pour Epamarne, et à Monaco. Notre approche sur les
Sur la mobilité électrique en voirie, hein, elle est de deux ordres. Soit on finance les infrastructures et on gère l'exploitation et la commercialisation, soit pour le compte d'une commune, d'une métropole, d'un syndicat d'énergie, on fournit les travaux et la maintenance et l'exploitation, le cas échéant, si cela est demandé. Et enfin, pour l'hydrogène, on a une station hydrogène liée à une plateforme multicarburant à Rungis qui est assez connue et qui est assez finalement cohérente avec cette idée en fait de positionner l'hydrogène à des points intermédiaires entre l'électricité et le gaz naturel véhicule, puisqu'on est sur une plateforme de Rungis qui est une plateforme logistique extrêmement importante et une plateforme où on voit où a lieu en fait du point de vue de la logistique ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est-à-dire celle où le moment où on passe de grosses cargaisons à des cargaisons plus réduites en poids. Et donc notre point à l'époque était de penser que c'était un endroit intéressant pour proposer de l'hydrogène tel que nous l'envisagions. Et je voulais aussi vous donner un exemple d'une station qui a été développée dans le nord de la France, la station d'Oudin, une station dédiée à une flotte de bus à haut niveau de service, hein, une flotte de bus hydrogène. Je voulais insister sur ce point, même si c'est pas tout à fait en Île-de-France, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, dans notre stratégie, hein, on développe l'hydrogène l'hydrogène mobilité depuis 3 ans maintenant. On commence à voir quand même qu'il y a un cas d'usage qui est pertinent, qui est de plus en plus compétitif, qui est intéressant pour les collectivités, qui est la mobilité bus hydrogène. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, puisque vous parliez tout à l'heure de la poule et de l'œuf, on a évidemment ces questions pour la mobilité hydrogène, puisqu'on en est vraiment au tout début de l'histoire de la mobilité hydrogène en France. On voit que la zone du bus hydrogène est une zone assez pertinente, puisque ça permet finalement d'équilibrer les coûts de développement pour un usage de transport en commun à un coût qui est maîtrisé pour les collectivités et des coûts d'investissement dans les stations qui sont également intéressants pour les industriels, puisque ils peuvent bénéficier d'un soutirage qui est finalement intéressant avec des bus, ce qui permet en fait d'accélérer des investissements. Et donc voilà pour ce tour d'horizon des activités du pôle mobilité d'Engie Solutions. Merci, une mise en perspective qui est vraiment précieuse en tout cas en voyant tout l'ensemble des éléments, effectivement les maillons et les types de mobilité. Pour revenir sur l'approche GNV peut-être, vous parliez d'une approche vraiment assez diversifiée en termes de secteur. On pense souvent au GNV au côté bus, mais également tout ce qui va être transport de déchets, tout ce qui va être activité dans la ville en termes de justement de transport aussi de marchandises. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples supplémentaires? Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment, alors en France, hein, contrairement à d'autres pays européens, je pense notamment à l'Italie ou à l'Espagne, on a, alors la place du GNV est souvent liée en fait à des choix de politique publique qui ont été faits par les pays. Ce qui fait que, par exemple, si je prends l'exemple de l'Italie, on a un secteur de la mobilité individuelle, hein, secteur retail, qui est extrêmement important pour le GNV. Ce secteur, il est quasiment inexistant en France. Raison pour laquelle notre stratégie de développement, nous aujourd'hui, consiste vraiment à concentrer les efforts là où les enjeux de réduction d'empreinte carbone sont vraiment très importants, et donc ceux de la mobilité lourde. Et si je donnais en fait une idée sur la base de notre portefeuille, alors je pense qu'il est représentatif à l'échelle nationale puisque nous sommes aujourd'hui les leaders de la fourniture de gaz naturel véhicule. Si on prend notre portefeuille aujourd'hui, on a à peu près 50% de la fourniture de GNV qui va au transport lourd longue distance logistique, donc les poids lourds, et schématiquement à peu près 25% pour des usages bennes à ordures ménagères et 25% pour les bus.
Alors, c'est très précieux comme élément illustratif. Merci beaucoup pour cette présentation multimodale et ce focus plus particulier sur la partie GNV. On va passer la parole à Vesna Mermet que j'invite à allumer sa caméra pour qu'on puisse l'identifier Et plus aisément. malheureusement, je ne peux pas. En fait, Pas les de souci. services informatiques nous ont coupé l'accès vidéo parce qu'il y a trop de problèmes D'accord. sur les vidéos. Je suis Ok. désolée. Pas de souci. Bon, vous verrez en Euh, photo sur le deuxième slide. Vous allez nous parler voilà. effectivement de l'approche aussi déploiement côté mobilité électrique, notamment borne, avec l'idée que il faut pas en mettre partout de manière irraisonnée, mais qu'il y a certains critères qui vont aider à mieux les mettre en charge. Les mettre en place, pardon. Il y a différents types de recharge aussi à ces niveaux-là. Donc c'est un élément de mise en place, de déploiement sur le côté infra, notamment, qui est assez intéressant. Je vous laisse la parole pour présenter tous ces éléments-là. Très bien, merci beaucoup. Oui, donc voilà, aujourd'hui, en fait, EDF, on voulait faire un point sur plus vraiment le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et regarder ensemble ce qui a été fait et travailler sur comment faire la suite. En termes de... Alors, attendez, parce que... Voilà. Je suis désolée, hein, la vidéo est coupée. Donc moi, je travaille au marketing stratégique collectivité au sein de la direction mobilité électrique groupe dans l'équipe de Monsieur Rivoalen que vous avez peut-être plus l'habitude d'entendre ou de voir. Pour nous, en fait, ce qui nous paraît vraiment important, après quelques années d'expérience via notamment notre filiale Easivia qui déploie les infrastructures de recharge, les exploite et fournit les services, c'est que le déploiement des IRVE doit justement être, on joue sur les jeux de mots, doit être IRVE. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un déploiement qui soit inclusif, c'est-à-dire qui permet vraiment à l'ensemble des utilisateurs d'avoir un service de qualité et des conditions de tarification raisonnables. Pour tous ceux qui déjà aujourd'hui ont un véhicule électrique et ont testé l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public, donc celles que l'on peut utiliser n'importe où sur voirie ou dans les parkings de centres commerciaux ou chez les concessionnaires. On voit que très souvent, en fait, sur les dernières années, il y avait bornes en panne ou problème de connexion ou au niveau des tarifications, c'est assez disparate au niveau des différentes bornes et puis transparent, enfin justement avec peu de transparence pour l'utilisateur. Donc ça, on pense que vraiment c'est un point à améliorer et d'avoir un accès plus simple et plus sûr de ces infrastructures de recharge. Rassurant, c'est dans le sens justement où aujourd'hui on a déployé des infrastructures de recharge, mais sans vraiment complètement réfléchir à l'usage derrière pour certains cas de ces bornes. Et alors que certains utilisateurs, eux, autour de chez eux, n'ont pas du tout de bornes à leur disposition. On pense notamment aux personnes en fait qui n'ont pas la possibilité d'installer une prise à leur propre domicile et qui ont néanmoins envie d'avoir un véhicule électrique et qui du coup ne peuvent pas se recharger autour de chez eux dans un périmètre suffisamment proche pour que ce soit viable au quotidien. Et ça aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et l'installation de bornes pour des résidentiels dans des zones où il n'y a pas la possibilité d'installer sa propre recharge chez soi, sur sa place de parking est importante. On a l'exemple notamment, par exemple, de la ville d'Amsterdam, alors qui est un cas particulier, puisque là, c'est beaucoup il n'y a pas de petites maisons et de possibilité de se garer chez soi, et c'est beaucoup de parking en voirie. Néanmoins, ils ont mis en place un système qui s'appelle borne à la demande et que l'on essaye de déployer vraiment en France et qui est vraiment important à prendre en compte par l'ensemble des collectivités, à voir que ce système existe et qui consiste en fait à mettre une borne là où l'usager va la demander. C'est-à-dire que je vais acheter un véhicule électrique, je vais pouvoir aller voir, par exemple,
ma mairie et dire bah voilà, j'ai un projet, je vais acheter un véhicule électrique, mais je ne peux pas me recharger chez moi. Vous pouvez le vérifier, j'ai pas de place de parking attitrée dans mon domicile. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un emplacement avec une infrastructure de recharge installée dans un périmètre de 300 mètres autour de chez moi? Ça permet d'avoir déjà d'être sûr que la borne va être installée, elle va être utilisée. Et donc, en termes d'investissement, il y a un retour sur investissement qui va être fait. Et derrière, évidemment, de satisfaire la personne, l'habitant de la commune en lui offrant un service là où il en a besoin. Alors ensuite, donc, viable. Aujourd'hui, on a un déploiement avec une loi européenne qui part sur un ratio de une borne, un point de charge pour 10 véhicules électriques présents. Quand on regarde aujourd'hui en France, on a en gros 30 000 points de charge ouverts au public sur la France pour à peu près 400 000 véhicules électriques. Donc, on n'est pas très loin du 1 pour 10, mais néanmoins, comme on se rend compte que finalement, il n'y a pas seulement qu'un nombre de bornes, il y a aussi où est-ce qu'il est installé, à quel usage il répond et donc quelle puissance il fournit cette infrastructure de recharge. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui vraiment des puissances qui répondent à un usage. Je parlais tout à l'heure pour la borne à la demande d'utilisation résidentielle. Là, c'est un véhicule qui va charger, qui va rester la nuit, qui va charger la nuit. Donc, une borne de 7 kW suffit amplement à répondre à ce besoin. Et sur la nuit, la personne peut recharger son véhicule. En revanche, quand on est sur un usage notamment routier, sur route nationale ou sur autoroute, là, le besoin il est de se recharger assez vite pour pouvoir continuer son voyage, donc en itinérance. Là, on comprend bien que dans ces cas-là, il faut installer des puissances beaucoup plus importantes, en tout cas au-delà de 50 kg. Et puis, il y a aussi des zones avec, notamment quand on a une zone à faible émission dans un centre-ville, ce qui est le cas des villes d'Île-de-France. Il est important néanmoins de fournir une solution pour que les véhicules plus professionnels, que ce soit les véhicules utilitaires, donc pour les livraisons, ou que ce soit pour les taxis, puissent à un moment dans la journée aussi se recharger assez rapidement. Et c'est pour ça que les hubs de recharge, qui est une nouvelle modalité qui émerge maintenant en France, où on peut du coup avoir plusieurs bornes avec plusieurs puissances pour répondre à des besoins un peu plus et des résidentiels, mais aussi surtout des professionnels dans la journée pour avoir une recharge rapide dans la journée, est important à prendre en compte dans les déploiements à venir. Et puis évidemment, un déploiement étudié. Chaque collectivité a un contexte différent, particulier, en termes de mobilité, d'environnement et d'énergie. On l'a vu, suivant les régions, les gens vont utiliser plus leur voiture ou plus les transports en commun ou plus le vélo. Ça, ce sont des données qui sont vraiment importantes au niveau local, de regarder finalement comment se fait la mobilité à ce niveau-là, et en fonction de regarder ce qu'il y a aujourd'hui déjà en termes d'infrastructures de recharge et de répondre à un besoin par rapport à un développement futur qui va venir, et non pas juste de déployer plein de bornes là où c'est possible. Donc là, il y a toute une étude stratégique à faire, liée évidemment au développement des véhicules électriques et aux besoins en mobilité électrique, mais liée aussi beaucoup au contexte local du territoire et du besoin des personnes qui occupent ce territoire. Pour cela, le chef d'orchestre en termes de mobilité électrique, ce qui est sûr, c'est que la compétence, en fait, on définit
les activités des différentes collectivités par des compétences, et la compétence infrastructure de recharge est d'office donnée aux communes, aux collectivités. Ensuite, charge à elles de soit s'en occuper de prendre cette compétence et de faire le déploiement des bornes avec évidemment derrière toute la maintenance et toute l'exploitation, soit cette compétence peut être déléguée à la maille d'une PCI ou à la maille derrière d'un AOM pour regarder de façon plus large le déploiement de ces véhicules. Derrière, en fait, ce qu'il faut voir, c'est à quels besoins, quels sont les usages prioritaires auxquels les collectivités doivent répondre. Alors, là, je ne réponds pas. Il y a le premier besoin qui est le besoin de la collectivité en propre pour sa propre flotte. Donc ça, c'est quelle est ma flotte de véhicules, combien de véhicules thermiques je vais remplacer au fil de l'eau par des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et derrière de s'installer ses propres bornes pour répondre à cet usage. Mais en ce qui concerne en fait l'usage collectif, malgré le fait qu'aujourd'hui 90% des recharges ont lieu à domicile ou sur le lieu de travail, il reste un effort considérable à faire pour les recharges autres. Donc, sur les zones résidentielles, comme j'ai évoqué tout à l'heure, avec donc des petites bornes de 7 kWh pour répondre à des personnes qui souhaitent aujourd'hui s'acheter un véhicule électrique, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir une borne chez eux ou qui ont, par rapport à leur syndic, c'est des systèmes aujourd'hui qui sont très très longs pour pouvoir installer un point de charge dans son parking. Parfois, c'est très très compliqué. Donc ça, c'est vraiment un besoin aujourd'hui que l'on voit. Et effectivement, quand on dit qui est la poule, qui est l'œuf, le développement des véhicules électriques aujourd'hui, il est vraiment croissant et c'est essentiellement des gens qui peuvent se recharger chez eux ou au travail qui se sont équipés. Mais maintenant, il faut davantage ouvrir en fait les cibles, les potentiels acquéreurs de véhicules électriques. Et pour cela, il faut pouvoir aussi leur montrer qu'ils peuvent se recharger. Donc là, en fait, l'objectif, c'est vraiment maintenant d'accélérer les points de charge ouverts au public pour que derrière, la croissance du nombre de véhicules électriques et donc la fin des véhicules thermiques puisse se faire aussi. Donc, un premier besoin couvert sur les zones résidentielles. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la recharge dite à destination. Donc là, c'est en ville, on va faire ses courses, on va aller au restaurant. Un jour, ça nous arrivera à nouveau, au cinéma, j'espère bientôt. Et là, c'est vrai que si on a un véhicule électrique et pouvoir recharger sa batterie le temps de cette activité, on peut y avoir intérêt, on peut être intéressé. Donc là, c'est toutes les besoins plutôt sur voirie avec des bornes de 22 kg ou plus, de 22 jusqu'à 50 kW pour répondre à ce besoin. Et le troisième besoin, donc c'est la recharge rapide. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec notamment les besoins sur hub de recharge, notamment en périphérie des grandes villes, des zones à faible émission, qui permettent de répondre et de répondre aux besoins, notamment des véhicules utilitaires, et de permettre à ce que l'activité économique continue. Tout en permettant finalement aux différents intervenants de venir aussi en véhicule électrique. Alors, aujourd'hui, vraiment, les collectivités, chefs d'orchestre des besoins d'infrastructures de recharge, c'est très clair. C'est le rôle. Ils sont attendus dans ce rôle-là. Et derrière, l'objectif, c'est bien de mettre la bonne borne au bon endroit. C'est pour ça que le décret qui devrait paraître bientôt sur les schémas directeurs des infrastructures de recharge est attendu et il permettra vraiment de cadrer, de définir et d'aider les collectivités dans le déploiement de leurs bornes par
l'écriture par la réflexion et l'écriture de ce déploiement dans ce schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc ça, c'est en cours de relecture et on pense voir le décret paraître fin décembre, début janvier au plus tard, avec derrière toutes les indications et les recommandations, les aides pour pouvoir faire ces déploiements de façon plus utile. À côté de ça, évidemment, en plus des schémas directeurs, il y a toutes les aides en ce moment avec les Advenir. Donc Advenir 2 qui, suite à l'annonce des 100 000 points de charge voulus, des 100 000 points de charge ouverts au public, l'objectif c'est à fin 2021 d'atteindre ce chiffre. Évidemment, une partie par le privé et une partie par les collectivités. Et pour ça, il y a un boost vraiment fort qui a été décidé et d'aide à l'installation des infrastructures de recharge avec des montants assez importants qui peuvent couvrir jusqu'à 60% de l'investissement et qui sont fonction de la puissance de la borne et non plus un même montant pour quelle que soit la borne. Donc il y a un effet annonce 100 000 points de charge et vraiment derrière des besoins à couvrir, une réalité de besoins à couvrir, mais à faire de façon plus raisonnée avec des aides importantes pour pouvoir augmenter le rythme de déploiement et passer des 30 000 points de charge qu'on a aujourd'hui à 100 000 d'ici fin 2021. C'est un sacré challenge pour tout le monde. Au niveau du groupe EDF, on a en fait un acteur présent sur les différents maillons de la chaîne de valeur, que ce soit donc en France ou sur les autres pays du G4 en UK, en Italie et en Belgique. Alors, on va plus détailler sur la France ce qui se passe. Donc, on a EDF qui est là et qui est capable qui est porteur de conseils et d'études, que ce soit pour l'installation de flottes ou en support aux collectivités pour tout ce qui est justement schéma directeur. On a des conceptions d'infrastructures de recharge où nos filiales Easivia ou Drive sur le V2G qui travaillent avec des constructeurs de bornes Aguerre ou ABB pour des bornes justement V2G, donc qui permettent et de recharger et de réintroduire sur le réseau la puissance des batteries pour quand le réseau en a besoin, si les véhicules en ont moins besoin. Au niveau de la vente et des installations des infrastructures de recharge sur les particuliers et les petits professionnels, on a la plateforme Easy by EDF qui offre ce service et a une offre de recharge à domicile justement ou pour les petites flottes ou pour les restaurateurs, les hôteliers, les petites entreprises. Et Easivia, qui est notre filiale aujourd'hui, qui sur notamment la recharge ouverte au public, en tout cas sur les appels d'offres publics, opère 25% du réseau aujourd'hui interopérable en France, avec un peu plus de 5000 points de charge opérés sur l'ensemble du territoire pour le compte des collectivités. Et puis surtout un accès avec le pass Easivia pour pouvoir se recharger sur l'ensemble des bornes du territoire français et 100 000 points de charge sur l'Europe. En fourniture d'électricité, bon, évidemment EDF qui peut derrière fournir l'électricité des bornes des collectivités ou des particuliers avec des offres d'énergie renouvelable. Donc l'opérateur Easivia, l'opérateur donc pour faire derrière la gestion des différentes bornes et puis la maintenance et vérifier que tout fonctionne correctement et justement que les bornes soient disponibles au moment où les utilisateurs en ont besoin.
Et puis donc e-mobility service provider, donc là c'est le pass Easyvia et toute la tarification et la capacité, puisque ça c'est aussi un enjeu important et pris en compte aujourd'hui dans les déploiements des bornes aussi, c'est qu'elles doivent être interopérables, ce qui veut dire qu'avec une carte, un pass, on doit pouvoir se recharger sur la majorité des bornes ouvertes au public, des points de charge ouverts au public. Donc ça, c'est aujourd'hui sur les 30 000 points de charge ouverts au public en France, il y en a 20 000 interopérables. Donc où il y a des accords qui sont signés entre les différents opérateurs pour que un utilisateur avec une carte donnée puisse se charger sur l'ensemble des bornes. Et les 10 000 autres bornes, soit ce sont des réseaux gratuits, il y en a pas mal aujourd'hui dans les centres commerciaux ou sur les parkings, soit ce sont des réseaux ouverts au public mais privés, donc accessibles uniquement avec un pass dédié à ce réseau-là. Donc ça, aujourd'hui, en fait, tout réseau ouvert au public, pour bénéficier de tout réseau ouvert au public, doit être interopérable, c'est-à-dire que toute nouvelle borne installée et ouverte au public doit pouvoir être interopérable et donc accessible avec un pass, en tout cas sur voirie. Sur voirie et sur parking, c'est absolument nécessaire, sous peine d'amende définie par la loi LOM. Et le dernier acteur, donc, qui est Drive, qui donc est notre dernière la filiale qui permet en fait de travailler sur les points de charge et les infrastructures de recharge de demain, donc qui permettront de se recharger, mais aussi quand le réseau est sous tension, de pouvoir remettre de l'énergie de ces batteries sur le réseau, et évidemment moyennant finance, et ainsi de participer à l'équilibre électrique du réseau. Si demain on a vraiment 100% des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, il y a une forte capacité de pouvoir redonner au réseau une puissance au moment où elle en a besoin. Donc ça, c'est le système de demain. Voilà pour les différentes activités sur le réseau mobilité électrique du groupe. Et vous vouliez partager du coup en quelques instants du coup avant de vous relayer une question et de passer la parole ensuite à Lise Richard, l'outil à disposition des collectivités pour voir ce qui est fait et ce qui est à faire, c'est ça, ce qui peut être fait en tout cas? Exactement. Donc on a la possibilité, enfin on peut regarder à un instant T. Donc là je vous ai fait une copie d'écran de l'outil pour la région Île-de-France. Donc ça permet de voir, ce sont des données de JREV, hein, qui est la plateforme qui regroupe l'ensemble des points de charge interopérables ouverts au public sur le territoire français entre autres. Donc de voir où sont les bornes, si elles sont opérées par un opérateur public ou privé, quelles sont les puissances de ces bornes, et à côté de ça, de regarder aussi le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables présents sur cette zone, d'avoir le pourcentage de ménages justement qui ont un véhicule mais pas de parking, et le pourcentage de logements sans parking sur la zone. Ce qui permet déjà d'avoir une idée de la photo à date, et qu'il faut ensuite évidemment croiser avec les données locales. Où sont les zones commerciales, où sont les zones industrielles, quel est le plan mobilité plus large au niveau de l'AOM pour savoir quelle est l'offre justement en termes de transport public, ce qu'il y a d'autopartage, enfin voilà, tout un tas de données ensuite nécessaires et qui permettent derrière de compléter, de couvrir la suite. Par exemple, sur l'Île-de-France, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 5000, enfin, il y a environ 5100 points de charge pour 120 000 véhicules électriques. On voit que le ratio 1 pour 10, on en est assez loin.
Mais il y a 3 déploiements en cours sur la région Île-de-France, donc avec le CGIF où c'est Isivia qui opère, il y a le CIPEREC et Métropole Grand Paris. Donc tout ça fait que les choses vont bouger et rapidement. Le paysage va croître sur ce nombre de points de charge et d'infrastructures de recharge présentes. On peut regarder aussi en ayant un zoom. Donc là, j'ai fait un zoom sur la ville de Montreuil pour montrer qu'il y a vraiment très peu de points de charge. Et les couleurs, en fait, plus c'est foncé, c'est plus ça montre en fait une zone de densité en parc collectif, en habitat collectif. Et le petit rond, c'est la zone de 300 mètres. Donc, ça permet comme ça aussi de repérer des endroits où on peut mettre en place le système borne à la demande et coupler un déploiement qui est un déploiement où on prévoit d'office les emplacements où on veut mettre les infrastructures de recharge qu'on a recoupées avec le réseau Enedis pour bien vérifier quelle est la puissance disponible, donc d'avoir des emplacements dédiés avec des emplacements possibles, mais qu'on active que quand finalement quelqu'un indique en disant voilà, là, moi je voudrais m'acheter un véhicule, est-ce qu'il est possible d'avoir une borne résidentielle proche de chez moi? Voilà. Merci Ce que je beaucoup pour tous voulais ces partager avec éléments. Ouais, c'est un très bon panel et ça répond aussi à une des interrogations un petit peu que Michel exprimait pour la partie piste cyclable en disant il y a eu, Michel Georia de l'ADEME, une belle dynamique de déploiement de pistes cyclables spéciales Covid, une interrogation du coup de voir si ces pistes peuvent continuer ou autre et les critères que vous avez mis sur votre slide 3 sur le côté IRVE en prenant l'acronyme sur la manière de quantifier et de qualifier surtout les bornes sont intéressantes en termes d'emplacement, couplées évidemment au sujet très précis de la carto, de potentiel que vous avez mis en avant. Donc merci beaucoup pour avoir partagé tous ces éléments-là. On va passer la parole, du coup, la vision constructeur par Anne-Lise Richard du groupe PSA. On a vu comment est-ce que côté réseau, il y a un certain nombre d'éléments qui s'organisent pour accueillir les mobilités et notamment la mobilité électrique. Et côté du groupe PSA, comment est-ce que ça se passe au niveau des véhicules en tant que tels? Je crois qu'il y a un volontarisme très affiché sur ce sujet-là. On vous laisse la parole, Anne-Lise, pour nous expliquer tout ça. Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? Vous voyez ma présentation? On vous envoie votre présentation. Vous pouvez mettre votre caméra si vous le souhaitez également. C'est comme vous préférez. Alors, j'avais mis la caméra. Mais C'est sinon, bon? il n'y a pas de souci. On peut rester ainsi. On vous voit pas, mais vous Moi, je inquiétez me... pas. On peut Ah bon, bah, parce que moi, je vois la petite lumière me disant que normalement, je suis filmée. Donc, Il y ça a va peut-être peut-être un temps arriver. d'attente. Ça viendra après. Ne vous inquiétez pas. D'accord, Allez-y. ça marche. J'y vais. Donc, en effet, là, ce que je voulais vous présenter, c'était la vision PSA. On parlait d'électrification de gamme, mais ce qu'on va voir, c'est que pour un constructeur aujourd'hui, c'est aller au-delà de l'offre de véhicules. Je voulais juste rappeler dans un premier temps la raison d'être du groupe PSA, où justement on va percevoir ces notions, qui est de préserver la liberté de mouvement en proposant une mobilité sûre, durable, abordable et agréable. Donc déjà, on voit bien, c'est pas uniquement une offre de véhicule, c'est bien une mobilité. Et puis la notion de durable, clairement, qui est comment on accompagne cette transition énergétique dont on parle déjà depuis une bonne heure 20. Donc là, vraiment, c'était juste pour appuyer aujourd'hui cette vision de PSA qui est en effet très constructeur automobile, qui est à la pointe de l'efficience et on va le voir par le biais de l'électrification, mais aussi un fournisseur de services de mobilité. Et ce qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui pour l'Île-de-France, je vais montrer deux exemples de justement comment on aborde cette mobilité au sein du groupe PSA. Mais d'abord, au cœur de notre métier aujourd'hui, en effet, c'est déjà d'avoir une gamme de véhicules électrifiés, une gamme donc une ambition forte, puisque déjà 50% de la gamme de véhicules PSA sera électrifiée avant la fin de l'année prochaine et 100% de la gamme en 2025. On s'appuie sur deux motorisations qui sont l'hybride rechargeable et le 100% électrique. Donc clairement avec une forte ambition de pouvoir avoir un roulage électrique intense. Donc on n'est pas sur l'hybride non rechargeable, mais bien sur l'hybride rechargeable qui permet d'aller chercher jusqu'à 59 km d'autonomie en roulage électrique. Donc vous le voyez, c'est 22 modèles d'ici à la fin de l'année prochaine. Déjà de nombreux modèles qui sont disponibles et pour lesquels, pour certains d'entre eux, les commandes à minima sont ouvertes. Vous voyez aussi qu'on propose à la fois
fois des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires, parce qu'on sait notamment sur les véhicules utilitaires que la possibilité de pouvoir continuer à accéder des centres-villes et au centre de Paris, par exemple, demain, s'il était fermé aux véhicules non électrifiés, est très important pour leur permettre de continuer, en effet, à assurer leur business. Donc véhicules particuliers, véhicules utilitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ça, au sein du groupe PSA, on a fait le choix en fait industriel, ce qu'on appelle d'une plateforme multi-énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ces modèles sont pas des modèles à part dans la gamme. C'est en fait une motorisation qui est proposée au sein du modèle. Donc une 208, par exemple, elle existe aujourd'hui en diesel, en essence et en 100% électrique. Parce que Guillaume, en entrée, vous disiez quelle mobilité pour quel usage, mais chez PSA, c'est aussi en fait déjà sur un véhicule, quelle motorisation pour quel usage. Et clairement, le côté bénéfique d'avoir cette plateforme multi-énergie, déjà forcément, c'est de savoir s'adapter aux besoins de nos clients, mais c'est de savoir s'adapter en temps réel aussi aux différentes mesures qui peuvent être prises par les gouvernements, par les villes, justement de fermeture des centres-villes, par exemple, ou les vignettes qu'on peut connaître aujourd'hui qui font la part belle aux véhicules électrifiés. Donc ça, c'était vraiment très important sur la partie électrification de gamme. Là où le rôle du constructeur aujourd'hui il change un peu aussi en lien avec l'électrification de la gamme et que je voulais montrer ici, c'était de se dire que on l'a vu juste avant d'ailleurs avec ma collègue d'EDF, c'est que un véhicule électrique seul ça ne suffit pas. Déjà dans un premier temps, il faut que le client puisse se recharger. Il faut qu'il puisse se déplacer avec son véhicule ou avec un autre véhicule si jamais il souhaitait pas emmener son véhicule électrique. Il y a plein de questions comme ça et pour lesquelles aujourd'hui, en tant que constructeur, on essaye d'amener une solution à nos clients. Donc déjà, c'est d'avoir des partenaires recommandés pour l'installation d'une recharge à la maison quand c'est possible. Hein. Donc bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, la solution de facilité, c'est le pavillon ou la maison où il est facile d'installer une solution de recharge. Ce qui commence à être plus difficile, c'est les copropriétés, même si beaucoup de mesures en France, notamment sur ce sujet-là, sont mises en place. Et puis, il y a ce qu'on disait particulièrement, par exemple, sur Paris, tous ces logements où aujourd'hui, il n'a pas de possibilité d'installer une solution de recharge du tout parce qu'il n'y a pas de parking dans le logement. Donc, en effet, après, il y a des solutions en cours. On parlait de bornes à la demande, mais clairement, comment déjà j'accompagne mon client dans l'achat de son véhicule à se recharger. Donc, il y a la recharge privée, donc elle peut être aussi à la maison, mais elle peut être aussi, bien sûr, au travail. Il y a évidemment la recharge à l'extérieur sur l'espace public. On le rappelait à l'instant, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des bornes de recharge sur l'espace public. Rien que sur le plan du Grand Paris, il y aura 4 grands acteurs différents qui vont proposer des bornes de recharge sur le Grand Paris. Donc, comment je facilite tout ça pour mon client? En lui proposant une solution, un pass de recharge qu'on propose aujourd'hui dans le cadre de PSA avec Free2Move. Et puis après, on disait, d'accord, je veux bien acheter un véhicule électrique, mais si je veux faire des longs trajets, comment ça se passe? Là, c'est pareil, il a fallu chercher des solutions. Déjà, c'est conseiller le client s'il souhaite partir avec son véhicule électrique, au vu de l'implantation des bornes, où est-ce qu'il doit s'arrêter, combien de temps il doit s'arrêter, combien ça va lui coûter pour lui permettre de s'organiser. Et puis également, si jamais il voulait pas partir avec son véhicule électrique, on essaye de lui apporter une solution et lui permettre de louer un véhicule à motorisation conventionnelle, thermique, essence, diesel ou hybride rechargeable, qui lui permet de partir sur un trajet exceptionnel avec un autre véhicule. Mais donc voilà, déjà c'était une première notion que je voulais dire aussi, c'est que déjà la première diversification de la part des constructeurs, c'est aussi de proposer tout l'écosystème autour du véhicule électrique et de bien proposer les bons services, déjà qui permettent de rassurer et puis aussi bien sûr de simplifier la vie avec un véhicule électrique et électrifié. Donc après, au sein du groupe PSA, on a également d'autres offres de mobilité. On a évidemment les scooters au sein de la marque Peugeot. On a les vélos au sein de la marque Peugeot. Je ne sais pas si vous me voyez depuis, j'ai ma polaire Peugeot Cycle. Je voulais pas me focaliser particulièrement là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais d'électrification des véhicules. La gamme Peugeot Cycle, elle est déjà aujourd'hui à 100% électrifiée. Donc voilà, on a déjà une offre 2 roues et 3 roues
roues propres. Ce que je voulais maintenant, c'était parler d'un nouvel objet de mobilité au sein du groupe PSA qui est la Citroën Ami. Vous en avez peut-être d'ailleurs déjà vu dans les rues de Paris, on y reviendra après. Mais donc Citroën Ami, qui est, voilà, le bon terme, je vous l'ai dit, c'est un objet de mobilité. C'est un véhicule qui est 100% électrique, qui est accessible dès l'âge de 14 ans, avec ou sans permis, qui se recharge en 3 heures sur une simple prise domestique, avec un prix abordable, donc 6 000 € ici, mais on peut parler surtout en mensualité à 19,99 €. Disponible, vous en avez peut-être vu au sein des réseaux Fnac et Darty. Donc voilà, c'était comment j'adressais des besoins de mobilité différents pour des gens qui soit n'ont pas le permis, soit ne souhaitent pas avoir un véhicule et qui donc pourraient avoir cette Citroën Ami en solution donc permanente ou également temporaire, puisqu'en fait Citroën Ami est disponible dans le cadre de Paris avec de l'autopartage. Et donc c'est là où je voulais arriver sur notre marque au sein du groupe PSA qui est Free to Move, qui est donc notre marque pour toutes les offres de mobilité. Donc clairement, on peut se dire pour tous ceux qui aujourd'hui ne souhaitent pas avoir un véhicule en permanence, il y a des possibilités via Free to Move d'avoir des solutions de mobilité. Donc soit toujours avec une voiture, donc soit par le biais de l'autopartage. Actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a les Citroën Ami, par exemple, disponibles en free to move car sharing. La possibilité, après, c'est des choses très concrètes, pratiques, de trouver un parking, de commander un VTC. On l'a vu, si j'ai un véhicule électrique, c'est la possibilité de me recharger avec mon application Charge My Car. C'est pour un besoin particulier d'un véhicule, je peux le louer pour une journée, jusqu'à un mois ou même plusieurs mois. Donc on essaye vraiment de coller aux différents besoins de ces gens qui peut-être en ville, particulièrement à Paris, voilà, n'ont pas les moyens ou l'envie d'avoir un véhicule à plein temps, mais qui ont besoin toujours à un moment donné peut-être d'un besoin particulier de mobilité. Et ça c'est clairement la volonté affichée avec Free to Move. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer. J'espère que je suis bonne dans le timing des 10 minutes. C'était comment, en tant que historiquement constructeur automobile, je ne me coupe pas de tous ces nouveaux usages et de tous ces nouveaux besoins. Comment je suis en phase avec mon époque pour continuer à garantir, comme je vous l'ai dit en introduction, cette mobilité durable, abordable et agréable. Et avant de me mettre sur le slide de fin, je voulais juste dire, on parlait télétravail dans la première partie avec Monsieur Gioria de l'ADEME. Sachez que PSA, je pense que vous le savez, a mis en place une politique très forte autour du télétravail, puisque le télétravail devient la nouvelle norme pour tous ceux pour qui c'est possible, bien sûr, avec 3 jours et demi par semaine en dehors de cette période très particulière de crise sanitaire, mais donc 3 jours et demi par semaine à la maison et 1 jour et demi sur site. Donc voilà, ça participe aussi à la réduction des trajets. Et donc de cette mobilité revue, décarbonée, telle qu'on a pu le voir, et notamment en Île-de-France. Et je voulais juste me mettre sur ce dernier slide, puisqu'on était sur la mobilité Île-de-France et particulièrement Paris. Donc Citroën Ami, lorsque ils ont lancé et fait leur opération, ont fait 20 Citroën Ami qui correspondent aux 20 arrondissements de la ville de Paris. Et je me suis dit que c'était un bon endroit pour finir notre entretien aujourd'hui. C'est très visuel en tout cas, merci beaucoup effectivement et c'est très clair. Alors c'est intéressant de voir le retour aussi concret de la transformation en télétravail aussi que mettait en avant Michel tout à l'heure, donc qui est vraiment inspirant aussi. Et merci d'avoir partagé aussi l'approche globale que vous avez au niveau à la fois de l'ensemble de la gamme, à la fois au niveau de l'autopartage, notamment via l'application Free to Move, et puis la gamme Ami du coup qui est effectivement une gamme qu'on peut retrouver dans pas mal notamment la Fnac où je sais que je l'ai croisé à ces niveaux. Voilà. Vous avez aussi une approche véhicule individuel et véhicule utilitaire qui permet de couvrir l'ensemble du spectre. Donc c'était vraiment très inspirant, je pense, et que on reviendra vers vous aussi sur le sujet à d'autres reprises parce qu'il y a beaucoup à dire en effet. Donc merci pour votre intervention et je vous propose de terminer avec Christophe pour parler effectivement des points de recharge publique de véhicules électriques en Île-de-France. Alors Christophe, tu pourras peut-être aussi répondre de manière indirecte
Ahmed qui nous disait que le maillage des IRVE devait encore être amélioré d'après des études qualitatives de terrain. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, il y a sans doute encore d'autres éléments à faire. Est-ce que tu peux nous mettre un peu les choses en perspective et nous présenter où on en est, où on va et puis comment ça se met en place? Le tout en environ 6-7 minutes. Je suis désolé, je te contre un petit peu en temps si ça peut passer pour garder une ou deux questions avant de terminer notre webinaire avec un petit quart d'heure de retard. Désolé pour le retard qu'on a pris. Il y avait beaucoup d'interventions passionnantes. Je te laisse la parole, Christophe. Merci Guillaume, je vais faire au plus vite. Bon, déjà, je parle au nom de Enedis, donc le distributeur d'électricité. Nous sommes présents sur tous les territoires. Nous sommes concessionnaires des collectivités locales du réseau de distribution d'électricité. Et donc, à ce titre, nous sommes partout dans les rues du territoire. Et nous sommes garants de la soutenabilité électrique des nouveaux usages électriques, dont la mobilité. Donc je passe vite, désolé, on pourra répondre aux questions. Notre enjeu, c'est bien de veiller à ce que chaque usage soit raccordé et que chaque usage soit compté de manière à ce que le système fonctionne au mieux de l'intérêt de tous. Et dans cette logique de vue d'ensemble du réseau de distribution, on intègre le fait aussi que désormais un réseau fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il n'est plus comme avant un réseau qui prend les électrons du réseau de transport électrique vers le client final. C'est un réseau qui accueille aussi de la production renouvelable, qui accueille des véhicules électriques avec des batteries, qui accueille de plus en plus des usages numériques, et donc un réseau intelligent qui permet quelque part d'optimiser les contraintes électriques au plus près des quartiers. Alors je dis ça en introduction parce que finalement, on sent bien que qui dit borne de charge dit un fil pour alimenter en électricité. Donc, suppose aussi qu'il y a un travail en amont de cette infrastructure de recharge pour garantir un fonctionnement au meilleur coût et garantir aussi qu'il y ait le juste nombre de bornes, répondre aux besoins, faire que la filière des exploitants et installateurs de bornes ait aussi un système rentable de manière à ce que l'infrastructure soit pérenne. Donc bon, là rapidement, on confirme, le véhicule électrique se développe de façon exponentielle, surtout par l'impulsion des pouvoirs publics au regard de la volonté d'améliorer la qualité de l'air. Plusieurs lois vont en ce sens, loi de transition énergétique, loi L'Homme, avec des obligations pour les fabricants automobiles de produire un catalogue de véhicules peu carbonés sous menace de pénalité en termes de dépassement d'émissions de gaz à effet de serre. Les pouvoirs publics ont été très clairs sur leur volume et leurs ambitions en termes de véhicules électriques, 1 million d'ici 2022 sur toute la France, 100 000 points de charge ouverts au public d'ici la fin 2021 et 7 millions de points de charge privés et publics en 2030. Donc on est vraiment sur une réalité, on la constate, plusieurs scénarios ont été simulés à horizon 2035. Ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est qu'on est bien dans de l'exponentiel et qui est dès à présent constaté. On voit bien, et chacun d'entre nous le constatons dans la rue, de plus en plus de véhicules rechargeables, qu'ils soient hybrides rechargeables ou 100% électriques. Donc la LOM, sans entrer dans les détails, je vais focaliser sur la conclusion. En tant que gestionnaire du réseau de distribution sur 95% du territoire français, on a vocation à accompagner le développement des infrastructures de recharge. La loi prévoit d'ailleurs que nous soyons acteurs des schémas directeurs de développement des bornes de charge publiques. Donc, un décret d'application va sortir au premier trimestre 2021 précisant le rôle des autorités organisatrices de mobilité, du GRD et des maîtres d'ouvrage. Mais bien entendu, tout ça se fait dans une logique de meilleur coût pour la collectivité, d'efficacité et de donner envie aux gens de prendre un véhicule électrique. Le réseau de charge ne doit pas être un frein à la mobilité électrique. Alors, fort de ce constat, nous avons lancé sur l'Île-de-France une démarche avec l'ADEME. On a
démarrer par une charte régionale des acteurs institutionnels qui n'ont pas d'intérêt marchand ou politique sur le territoire, donc une charte signée par l'État, la région Île-de-France, l'ADEME, Île-de-France Mobilité, l'AVER et Enedis, pour arriver à donner un discours d'une seule voix vers les territoires, vers les communes et les syndicats d'énergie, pour un fil conducteur et éviter une cacophonie des modèles, être vraiment dans l'interopérabilité, être simplifier les aspects à la fois techniques et monétiques. L'automobiliste, quelque part, ne veut pas être encombré du changement de territoire si il passe d'un endroit à un autre, il ne veut pas être freiné par un changement de technologie ou de monétique. Dans le cadre de la charte, nous avons lancé une étude financée par l'ADEME et Enedis pour modéliser à la maille des quartiers comment densifier le réseau de charge à horizon 2022, donc court terme, et horizon où on connaît à peu près bien comment sera le parc de véhicules en Île-de-France, mais on a aussi modélisé par des scénarios cette volumétrie à 2025 et 2035 en tenant compte des particularités franciliennes, de l'arrivée du Grand Paris Express, de l'arrivée des halls, mais aussi des Jeux Olympiques qui vont être un accélérateur, une échéance incontournable, de manière à ce qu'on soit bien au rendez-vous des ambitions de la mobilité électrique et qu'on soit bien dans une logique de qualité de fourniture et de qualité de service attendue par les personnes qui roulent en électrique. On a piloté cette étude en mobilisant systématiquement un comité des partenaires, donc des entités expertes qui ont fourni les données les plus récentes, les plus modernes, les plus actuelles. Donc l'État, la préfecture de région et l'ADRIE en l'occurrence, la région Île-de-France, l'Institut Paris Région, l'AVER, l'ADEME, Enedis et Île-de-France Mobilité. Et en permanence, on a challengé l'étude pour avoir quelque chose de consensuel. Notre visée, c'est d'avoir une logique système de recharge à la maille de la région et pas un patchwork de modèles. On veut vraiment une logique de fluidité interopérable en lien avec les régions voisines. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est d'éclairer les maîtres d'ouvrage, c'est de descendre à une maille fine, la maille du quartier, sur tous les usages, et c'est poser un cadre de cohérence pour une trajectoire possible pour tous les acteurs franciliens et les fédérer sur un fil conducteur. Alors en complément, nous avons pu aussi mobiliser la région pour un financement des bornes de charge. Donc la région finance 50% de la borne fournie, posée et 50% du reste à payer du raccordement. Si la borne respecte 3 critères, donc il y a d'abord un label technique. Ce label technique, c'est une question de respect des normes et de téléopération et de monétique. Il y a un deuxième critère qui est celui du dialogue en amont avec Enedis pour optimiser l'implantation de la borne au regard des capacités d'accueil du réseau. Déplacer de 150 mètres une borne peut réduire significativement les coûts de raccordement et donc les coûts pour la collectivité au sens large. Donc là, on a intérêt à ce dialogue et la région en convient. Et le troisième critère, c'est qu'effectivement, une borne doit être implantée dans le cadre d'une réflexion territoriale globale. Il faut que ce soit quelque chose de réfléchi et pas se retrouver avec des zones de congestion et des zones de suroffre. D'ailleurs, donc la région reconnaît l'étude ADEME et Enedis comme une réflexion stratégique territoriale, ce qui permet d'accélérer les demandes d'aide de financement auprès de la région. Bon, je ne vais pas aller dans le détail de tous les chiffres. L'étude a été livrée fin 2019. On est en train en ce moment de financer comment dirais-je, l'actualisation de ces chiffres. Là, j'ai un souci d'affichage, je ne vois pas tout mon écran, mais c'est pas grave, ça va venir. Donc, on a un parc avec 45 000 véhicules électriques en Île-de-France, 100% électriques,
sur 80 000 environ, et je vois pas le chiffre à mon écran là. On est sur une dynamique où on voit que les quartiers à fort pouvoir d'achat ou sur lesquels il y a de nombreux bureaux sont davantage dotés en électrique, mais l'électricité est aussi un sujet pour les départements plus ruraux. À noter, nos répartitions, nos études, bien entendu, sont dans une logique globale de système, donc prennent en compte aussi les infrastructures de recharge privées. C'est-à-dire que développer le public suppose de faire un état des lieux de l'existant, de tenir compte du privé et de modéliser dans la durée comment les deux modèles se complètent. Et le ratio 90-10 de 90% privé pour 10% public est vrai en tissu rural. Il est moins vrai en première couronne où on a un habitat un peu plus dense, et il redevient vrai, il s'inverse en urbain hyperdense où les gens n'ont pas de parking chez eux. Alors là, la photographie au 31 décembre 2019 de l'Île-de-France, donc vous avez près de 5000 points de charge opérationnels. C'est la colonne en grisé. Ce sont les points de charge par département existants, aussi extraits de la base de données GIREF, complétés par les données de l'AVER et l'Île-de-France Mobilité. Et vous avez à droite la colonne des points Autolib en déshérence à date du 31 décembre. Donc il y avait plus de 5000 points de charge Autolib qui n'étaient pas en exploitation à cette date. Bien entendu, l'objectif, c'est à très court terme, dans l'année, de faire que les 10 000 points de charge, en gros, présentés ici, redeviennent opérationnels. L'état des lieux montre aussi sur cette carte une disparité des modèles. L'Île-de-France était, on va dire, très dynamique et beaucoup d'initiatives ont permis de mettre le pied à l'étrier de manière à développer des infrastructures de recharge. En code couleur, on voit les différents modèles qui, en corollaire, ont créé différentes technologies et peut-être une complication pour les automobilistes à utiliser l'électrique. Donc la logique de l'étude Adem Enedis avec la région, c'est bien d'essayer de lisser tout ça, de boucher les trous et d'inciter à avoir des systèmes interopérables. On est vraiment sur des enjeux de service et d'assurance qu'on ne sera pas avec une batterie vide quand on part avec un véhicule électrique. Là, j'ai résumé l'existant. Pour le futur, on a identifié avec les partenaires plusieurs critères. Donc à la maille IRIS, donc la maille du quartier, les pouvoirs d'achat, les taux d'équipement et puis le type d'activité commerciale et bureau. On a avec l'enquête globale transport présentée par Michel Joria la partie mobilité et habitudes de mobilité des franciliens. Évidemment, on a repris l'évolution du parc, le constat du parc, mais aussi les tendances et par usage l'évolution de chacun des usages. On intègre les enjeux de zones à faible émission et puis donc prise en compte du privé, le public venant en complémentaire du privé. Dernier critère important, dans l'étude, on a introduit une notion de coût d'exploitation et de maintenance pour que le système soit rentable. C'est-à-dire qu'au début, il y aura effectivement des subventions pour faire naître et rendre robuste l'infrastructure de recharge, mais on souhaite très vite avoir des volumétries qui font que les opérateurs et les maîtres d'ouvrage tendent vers une rentabilité et un optimum économique de l'infrastructure. Bon, alors, le temps est en cours. On reconnaît ici les trois types d'usages. Le résidentiel, c'est la charge locale qui dure longtemps, plutôt de nuit. Le commercial, c'est l'opportunité. On a quitté son domicile et on veut se charger rapidement en quelques heures. Et puis, le rapide, c'est pour le transit. Donc, trois besoins clairement identifiés. Et une douzaine de types d'utilisateurs, parce que finalement, on voit par l'étude que se dégagent des usages, des utilisateurs de type résident, les personnes qui vivent là et qui travaillent là et qui se déplacent localement, des pendulaires, ce sont des personnes qui habitent l'Île-de-France mais qui partent travailler plus loin en Île-de-France et qui peuvent se charger à la fois à domicile ou à leur travail.
des visiteurs, des gens externes à l'Île-de-France qui viennent sur le territoire de l'Île-de-France, des taxis et VTC, des véhicules de société, des véhicules de livraison. Donc l'étude intègre toute la partie fret et économie de la livraison du numérique. L'usage de l'autopartage qui est assez spécifique, et puis bien entendu on a intégré aussi la partie de roues motorisées, particuliers, flotte et partagées, ainsi que les véhicules hybrides rechargeables. Donc une étude complète où usage par usage, on a pu quantifier avec les partenaires et avec le prestataire, le bureau d'études qui était Solstice en l'occurrence, renommé Alexent désormais, pour définir des modèles, un principe de modélisation et des scénarios tenant compte de la première brique, c'est la vitesse à laquelle les recharges privées vont se développer. La deuxième, c'est comment le parc de véhicules va lui-même croître. Et bien entendu, l'étude n'est pas figée. On prévoit de la remettre à jour régulièrement, de l'actualiser. Et puis, la dernière brique de modélisation, c'est toutes les données spécifiques à chaque quartier, chaque maïris, parce qu'on voit bien qu'il y a des itérations entre les maïris qui créent en fait les résultats d'infrastructures de recharge, et ces résultats sont classés par type de puissance et par année. Donc, le livrable, c'est une base de données où on a pour 2022, 2025 et 2035 par maïris le nombre de points de charge par puissance à installer. Si on regarde peut-être juste Christophe, parce que je vois le temps qui passe malheureusement, se concentrer voilà, sur cette dernière diapositive et on prendra une ou deux questions éventuellement avant de se quitter. Oui. Alors, à 2022, ce qu'on voit, c'est qu'un besoin supplémentaire de 3300 points de charge. Donc, dès à présent, on voit les syndicats se mobiliser, Métropolis agir pour densifier le tissu. On sait répartir par département cette volumétrie supplémentaire, qui suppose que les 10 000 points de charge existants sont bien aux normes et ont été rétrofités. Et on constate, et c'est encore plus flagrant sur le ratio d'après quand on se projette à 2035, que le ratio 1 pour 10 peut se comprendre quand le parc de véhicules est peu développé, mais rapidement, quand on arrive à un parc de véhicules élevé, on va arriver à des ratios à 1 pour 50, 1 pour 60. On peut faire le parallèle avec les stations essence. Évidemment, au début de l'essence, il y avait beaucoup de stations au regard du nombre de véhicules. Désormais, il y a des millions de véhicules, mais on est sur des ratios de stations réduits par rapport au nombre de véhicules. Donc, cette logique, on la retrouve aussi sur les infrastructures de recharge. Donc, il ne faut pas s'arc-bouter sur le ratio de 1 pour 10. Voilà, 2035, le dernier chiffre. Donc, notre fourchette de scénario montre qu'on va se retrouver entre 40 000 et 65 000 points de recharge ouverts au public en 2035, complétés par l'infrastructure privée. Il y a beaucoup à dire, l'étude est assez riche. Elle se veut opérationnelle. On a des tableaux de bord de déploiement parce que tout ça, ça suppose un couple véhicule infra avec un complément de financement par la région. De notre côté, on est dans la logique d'accompagner parce qu'on est sur la soutenabilité électrique de la mobilité. Et cette mobilité, on la voit côté Enedis en vue d'ensemble, à la fois mobilité sur rail, Grand Paris Express, tramway et hall métro, mobilité lourde sur route avec les bus, et puis mobilité légère avec à la fois l'usage des particuliers, l'usage du fret en 4 roues ou en 2 roues. Beaucoup à dire et je prends les questions. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation qui nous permet de voir vraiment le côté déploiement de la mobilité électrique, l'état actuel et surtout aussi cette étude dont il est intéressant de voir effectivement l'expansion en tant que telle. Sur l'étude peut-être, il y a une demande effectivement, tu mets en avant le côté court terme puis les différentes tendances. Dans le rôle de chaque acteur en tour de table, quel acteur est le plus central pour pousser la courbe scénario médian, scénario haut? Qu'est-ce qui va faire vraiment la différence? Pour l'instant, on est au début du chemin, donc on a jeté une première base qui permet ensuite de bien renforcer les accompagnements.
Donc de mon point de vue, au début, comme dans toute filière, il va falloir tenir la mobilité sous subvention, la mobilité électrique pardon, sous subvention et sous surveillance pour pouvoir faire naître un système équilibré. Donc là, je dirais que le nerf de la guerre, c'est de trouver le bon volume au bon endroit et bien financé. Donc, c'est les maîtres d'ouvrage qui décident d'où mettre les bornes. Ce sont les financements avec les différents programmes d'aide que nous avons listés et Enedis sur la partie réseau de distribution et soutenabilité électrique. Les scénarios, évidemment, vont être réinterrogés. Donc, pour répondre à ta question, dans un an, on prévoit de réactualiser l'étude et on prévoit certainement un suivi et de remettre à jour régulièrement l'étude pour tendre vers un schéma directeur pour la région Île-de-France en lien avec la préfecture pour, dans le cadre de la LOM, arriver à donner une visibilité, à rassurer les maîtres d'ouvrage, pas en mettre de trop et ni trop peu. Ok, merci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'approche, elle est sur les bornes publiques. Il y a aussi la côté bornes privées. Il y avait une question de Daniel Cap dans le chat sur le côté qui paye quoi dans la mise en place des colonnes montantes dédiées aux IRVE dans les parkings par rapport au transfert récent de propriété qui a été acté sur le fait que les colonnes montantes appartiennent bien à Enedis, et comment est-ce que se fait la répartition entre le propriétaire enfin les copropriétaires et Enedis sur le coût effectivement aux colonnes montantes dédiées aux IRVE. Je ne sais pas si tu as la réponse, Christophe, ou si on en revient par la suite par mail. On peut répondre. Il faut bien séparer en quelque sorte de quoi on parle. Il y a, je dirais, l'amont compteur et l'aval compteur. Le compteur électrique qui est la frontière entre le domaine privé et le domaine réseau de distribution public exploité et dont Enedis est concessionnaire. Toute la partie aval est du ressort du maître d'ouvrage et en l'occurrence ici, soit de la copropriété, soit du bailleur social qui veut équiper son parking souterrain. Donc toute l'infrastructure en aval, les bornes et la filerie aval jusqu'au compteur, enfin en partant du compteur, et sous financement du copropriétaire ou enfin de la copropriété ou des bailleurs qui peuvent avoir des aides. Je pense au programme Advenir, je pense à des aides ponctuelles pour équiper les copropriétés. Tout ce qui est de l'amont, tout ce qui est avant-compteur, donc côté Enedis, effectivement, est financé dans le cadre du financement des colonnes montantes, dans le régime général du financement des colonnes montantes. Donc, on est bien sur un réseau de distribution qui va plus loin, qui va jusque dans les colonnes montantes de par la loi, de par ce que veut la loi. Merci beaucoup pour ton élément complémentaire de précision. On va arrêter là notre webinaire puisqu'effectivement, il y aura encore beaucoup à dire. Alors déjà, je veux adresser un grand merci à tous nos intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, de rester malgré le petit décalage du rendu de ce webinaire-là, effectivement, parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à partager en termes effectivement d'informations. À la fois, on l'a vu que la mobilité, c'est un sujet qui est multivecteur, c'est un sujet aussi qui tient beaucoup à l'usage, et je pense que l'état des lieux que nous a fait Michel en introduction était très inspirant à ce propos, et effectivement à la fois à cette dichotomie, mais qui est en fait un couple heureux plus qu'un problème de poule et l'œuf. Maintenant, on a, semble-t-il, passé cette première difficulté entre le côté constructeur, côté flotte, côté client, et côté effectivement infrastructure de recharge de manière générale, électrique, GNV, évidemment hydrogène. On aura donc le plaisir de se retrouver en début d'année prochaine pour discuter notamment impact de la crise Covid sur le monde de l'énergie, travailler également sur le plan de relance à destination des TPE, PME en particulier au niveau de la région francilienne, en partenariat avec la CCI plus spécifiquement. Et puis on continuera à travailler sur la mobilité, notamment on a un certain nombre de visites qui sont prévues, en particulier sur une station hydrogène, également sur des stations de recharge IRVE et stations d'avitaillement GNV. Donc c'est un sujet qu'on est loin de laisser de côté par le traitement d'un seul webinaire déjà très riche et assez dense. Et encore une fois, merci
aux participants de l'avoir rendu aussi inspirant. On aura l'occasion de revenir tout au long de l'année prochaine, en plus de nos autres sujets sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'ensemble des sujets qui font les maillons utiles de la transition énergétique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain de nos prochains événements. À très bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir.